Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Je suis votre animateur. Et je suis l'invité du jour, ravie d'être ici pour explorer un sujet fascinant. Oui, aujourd'hui, on plonge dans le monde un peu mystérieux de l'ambre gris. On l'appelle souvent l'or flottant. Notre but, c'est de comprendre son origine, comment ça se transforme et pourquoi c'est si recherché. Mhm. Et on va se baser uniquement sur les infos documentées, bien sûr. Attention, ce n'est pas l'ambre jaune qu'on voit en bijouterie. Non, rien à voir. C'est quelque chose de bien différent. Alors, déballons ça. Qu'est-ce que c'est au juste l'ambre gris? Alors, l'ambre gris, c'est une concrétion intestinale. Elle est produite par le cachalot macrocéphale, Physeter macrocephalus. D'accord. En fait, ça se forme pour protéger l'intestin de l'animal contre certains éléments qu'il ne peut pas digérer. Comme quoi, par exemple? Principalement les becs de calamar ou de pieuvre. Le cachalot en mange beaucoup et ses becs sont très durs, cornés. Ah oui, je vois. Donc, pour éviter les blessures internes, l'intestin va sécréter une substance, assez riche en cholestérol d'ailleurs, qui va enrober ces becs. Et cette masse, eh bien, elle est ensuite expulsée naturellement dans l'océan. Expulsé naturellement. Bon. D'où le surnom moins glamour de vomi de cachalot, j'imagine. C'est ça, même si techniquement ça sort par l'autre extrémité la plupart du temps. Mais bon, l'image est restée. D'accord. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est la transformation. Parce que quand c'est fraîchement expulsé, c'est décrit comme quelque chose de noirâtre, mou, et qui sent très mauvais, c'est ça? Exactement. Une odeur fécale, très forte, assez désagréable, mais c'est là que tout le processus commence. Le voyage en mer. Oui, cette masse va flotter parfois pendant des années, voire des décennies, et sous l'action combinée de l'eau de mer, du soleil, de l'oxydation par l'air, Mhm. l'ambre gris va lentement maturer. Il durcit, il change de couleur, passant du noir au gris, parfois gris argenté ou même blanc crème, Et l'odeur change aussi, j'imagine. radicalement. C'est ça le plus important. L'odeur initiale disparaît pour laisser place à ce parfum très complexe et très particulier qui fait sa renommée. C'est vraiment un long, très long processus de maturation. Fascinant, ce vieillissement en mer. Et une fois que c'est mature, ça ressemble à quoi, concrètement? On parle de blocs, de quelle taille? Mais ça peut être très variable. On peut trouver de tout petits fragments, quelques grammes seulement, et puis parfois ce sont des blocs énormes, de forme assez irrégulière, ovoïdes parfois. Énorme, c'est-à-dire? On a des exemples documentés de blocs qui pesaient plusieurs centaines de kilos. Eh. Les plus gros trouvés faisaient entre 400 et 500 kilos. Incroyable. Mais sa valeur, elle vient surtout de ses propriétés olfactives, alors? Oui, absolument. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous. Son parfum, une fois mature, est très complexe, difficile à décrire précisément. J'ai lu des descriptions parlant de notes marines, animales, un peu musquées, parfois même tabac, boisées, terreuses. C'est tout à fait ça. C'est une signature olfactive unique. Mais ce n'est pas seulement pour son propre parfum qu'il est précieux. Ah bon? Il y a autre chose? Oui, et c'est peut-être même son usage principal historiquement en parfumerie. C'est un fixateur naturel exceptionnel. Un fixateur, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il aide les autres composants d'un parfum à durer plus longtemps sur la peau. Il les fixe en quelque sorte. Sa composition chimique, notamment une molécule appelée ambréine, Ambréine, d'accord. qui peut représenter 25 à 45% de la masse de l'ambre gris de bonne qualité, a cette capacité remarquable de stabiliser les notes plus volatiles d'un parfum. Ça augmente considérablement sa ténacité, sa longévité. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'il est utilisé depuis si longtemps, hein. On parle de l'Antiquité, c'est ça? Exactement. Et encore aujourd'hui par de grandes maisons comme Chanel ou Lanvin, apparemment. Tout à fait. C'est un ingrédient mythique en parfumerie, mais c'est une substance qui est devenue extrêmement rare. Rare à quel point? Les estimations varient, mais on pense que seul un très faible pourcentage des cachalots en produisent réellement. Peut-être 1%, voire moins. Seulement 1%? Oui, donc trouver de l'ambre gris flottant ou échoué, c'est vraiment un coup de chance. Et cette rareté, forcément, ça fait grimper sa valeur. J'imagine. On parle de quels ordres de prix? Ça peut atteindre des sommes très élevées, plusieurs dizaines de milliers d'euros le kilo. Parfois, on dit que ça vaut plus cher que l'or, et ce n'est pas qu'une image. Ah oui, effectivement. L'or flottant, le surnom est justifié. Voilà. Et cette rareté et ce coût expliquent aussi pourquoi l'industrie a développé des alternatives synthétiques, comme l'ambroxan par exemple, qui essayent de reproduire certaines de ses notes olfactives et ses propriétés fixatrices. Logique. Mais ça soulève une question importante.
quid des aspects légaux et éthiques? Le cachalot est quand même une espèce protégée, classée vulnérable. C'est un point essentiel et assez complexe. La législation n'est pas la même partout. Ah, Dans certains pays, comme les États-Unis ou l'Australie, le commerce de l'ambre gris est interdit. L'idée est d'éviter toute incitation, même indirecte, à la chasse ou au harcèlement des cachalots. d'accord. Et en Europe, en France? En France et dans une bonne partie de l'Europe, la situation est différente. L'ambre gris est généralement considéré comme un déchet naturel, puisqu'il est expulsé naturellement par l'animal et trouvé ensuite sur les plages ou flottant en mer. Sa collecte est vue comme passive, c'est ça? Exactement. La théorie est que sa collecte n'implique pas de nuire à l'animal protégé ni de le chasser. C'est cette distinction qui permet son commerce légal ici. Mais c'est un débat, bien sûr. Il faut bien le distinguer de l'ambre jaune, j'insiste là-dessus. Oui, qui est une résine d'arbre fossilisé. Voilà, une origine végétale, fossile, rien à voir avec notre ambre gris d'origine animale. Bon, alors si on essaie de résumer ce qu'on a appris grâce à ces documents, on a une origine biologique assez surprenante, liée à la digestion du cachalot. Mhm. Ensuite, une transformation incroyable, très longue, en pleine mer, qui développe ses qualités uniques, C'est ça. des propriétés olfactives exceptionnelles, qui en font un fixateur de parfum très prisé, mais aussi très très rare. Extrêmement rare, oui. Et enfin, une collecte considérée comme passive, ce qui pose des questions éthiques et légales différentes selon les pays. C'est une bonne synthèse. Ça met vraiment en lumière ce lien fascinant entre, d'un côté, les mystères de l'océan, un processus biologique presque accidentel, et de l'autre, une création très humaine, l'art de la parfumerie. L'ambre gris reste un trésor naturel un peu mythique. Oui, sa rareté et ses qualités alimentent son histoire, sa valeur. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour conclure. Comment est-ce qu'on perçoit la valeur de quelque chose d'aussi rare, formé par un processus naturel qu'on ne maîtrise absolument pas et qui vient d'un animal qu'on cherche à protéger? C'est une question intéressante, je trouve. Une très belle question pour finir, effectivement. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.